Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Ce mardi, nous vous convions au Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme en début d'émission la chronique d'Antanac et en fin d'émission la chronique de Vincent Calam sur le numérique et l'affaire de toutes d'Isabelle Collet. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 14 avril 2026, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur les web radios, Radio Cigaloun et Radio Broussaille, ainsi que sur les radios FM, Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission du jour, Julie Chomard, membre de l'équipe de Libre à vous et administratrice de l'April. Bonjour Julie. Bonjour. Alors comme Julie est en régie aujourd'hui, je me permets de signaler que Julie a été l'invitée de l'émission Chemin de Traverse, l'émission consacrée au parcours de vie, aux engagements, aux passions. C'était sur Cause Commune, l'émission numéro 60 de Chemin de Traverse. Le podcast est disponible sur le site causecommune.fm. Mais aujourd'hui, passons à Libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous. Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif, le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isa. Bonjour, merci. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une nouvelle qui intéresse, alors pas la partie hard, matériel, etc., des activités d'Antanac, mais plutôt celle qui intéresse les démarches rendues numériques pour tout le monde. Et notamment, là, une information importante vient de nous tomber dessus concernant les nouvelles pratiques en matière de renouvellement des titres de séjour, vie privée et familiale. Alors, c'est important d'en parler à tout le monde, parce que je ne crois définitivement pas que c'est une affaire simplement de spécialistes, de personnes ou de collectifs qui seraient en charge de s'occuper des droits des dits étrangers et étrangères et des accès aux droits. En fait, c'est une affaire politique qui concerne tout le monde, dans la mesure où ça parle des façons dont on choisit de traiter les personnes et dans la façon dans laquelle la société prétend être sur un chemin de dématérialisation. Donc oui, tout le monde devrait pouvoir regarder ça de plus près. Petit rappel pour les non-initiés, ANEF. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. ANEF, c'est pour Administration numérique pour les étrangers en France. Alors déjà, ça donne envie. C'est un téléservice qui a été créé en 2021 sur lequel doivent s'effectuer certaines démarches propres aux personnes étrangères. La validation, par exemple, des visas long séjour, qui vaut titre de séjour, les cartes de résident-résidente, les demandes d'autorisation de travail, de naturalisation, des titres de voyage, etc. Ce site, on en a déjà parlé ici parce que dans les permanences d'écrivains numériques publics à Antanac, on constate qu'il est très souvent en panne, en dérèglement, en maintenance, bref, que ça dysfonctionne grave. Par ailleurs, une application, démarche simplifiée, c'était pour faire rire tout le monde, existe pour des démarches toujours spécifiques aux personnes étrangères, mais uniquement celles qui ne sont pas encore intégrées dans la plateforme ANEF. Donc c'est pour des demandes par exemple de titre de séjour avec une mention vie privée familiale. Vous savez qu'on ne peut pas rentrer comme ça et avoir un titre de séjour de manière large et globale. Non, c'est soit vie privée familiale, soit pour le travail, soit mention salarié, mention travailleur temporaire, recherche d'emploi, création d'entreprise. Bref, il faut que vous rentriez dans des cases. Quand vous êtes étranger, étrangère et que vous arrivez en France. Ça y est, vous avez déjà mal à la tête? Eh ben oui, il y a tout ça. Et derrière tous ces termes, derrière toutes ces situations, des démarches, il y a des personnes qui galèrent et qui ont un mal de tête, oui, à force d'essayer de rentrer dans les bonnes cases pour espérer vivre là où elles voudraient ou pourraient vivre. Et donc là, on a une nouveauté, des changements qui vont générer vraisemblablement un afflux de personnes perdues. Qu'est-ce qui change? Depuis un mois, une nouvelle démarche numérique est entrée en vigueur pour tous les renouvellements des titres de séjour hors ANEF. Auparavant, les personnes prenaient rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture. Déjà ça, c'était une galère.
puis déposer leur dossier papier en personne au guichet, après avoir pris donc ce rendez-vous et avoir réussi à l'obtenir. Toutes les pièces justificatives, qui sont déjà elles-mêmes un casse-tête car toutes ne sont pas acceptées de la même manière, et il faut donner des preuves et des preuves de votre bonne foi, de votre réelle situation d'état civil, de vie commune ou pas, de travail, de réalité d'intégration, bref, ça n'est pas une sinécure, c'est énorme comme travail de recensement. Vous arrivez donc à la PREF de votre domicile avec tous ces documents, éventuellement traduits en français par un interprète traducteur assermenté, et là vous déposiez le tout en photocopie et en montrant que ces copies étaient bien conformes aux originaux. Très intéressant, n'est-ce pas? Désormais, l'instruction du dossier se fait entièrement via un formulaire en ligne qui s'appelle maintenant démarche numérique et non plus démarche simplifiée. On comprend qu'elle n'est plus simplifiée, elle est complexe. Sans rendez-vous de dépôt papier. La préfecture ne convoquera les personnes qu'une ou deux fois, pas systématiquement, pour des pièces complémentaires ou ensuite la prise d'empreinte et la remise du titre. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que de nombreuses personnes qui ont actuellement des rendez-vous à la préfecture pour déposer leur dossier de renouvellement en personne, bien, tous ces rendez-vous-là, à partir du 2 mai, vont être annulés. Les gens qui sont étrangers, qui ont actuellement un rendez-vous et qui pensent pouvoir déposer leur dossier, ils vont recevoir un mail, un message, quelque chose qui va leur dire « Ben non, en fait, c'est annulé ». Et pour des tas de gens, le terme d'annuler, ça peut vouloir dire, ils vont vouloir, sans doute, beaucoup vont penser que ça veut dire que leur titre de séjour est annulé, qu'ils n'ont plus le droit d'être là. Bref, ça va faire une belle panique là. Et donc, elles vont venir vers nous vraisemblablement pour comprendre qu'est-ce qui se passe, le rendez-vous annulé, où en est la demande de renouvellement, être accompagné, remplir le formulaire en ligne, etc. Ça va être toute une affaire, de comprendre que cette annulation de rendez-vous ne veut pas dire un refus de renouvellement. La préfecture demande à toutes les personnes de faire leur demande en ligne. Donc, toutes les demandes de renouvellement de titre de séjour devront être saisies sur le formulaire avec toutes les preuves jointes numériquement. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est que la démarche, la préfecture de Paris estime elle-même sa durée de remplissage, elle le dit comme ça dure 109 minutes. 109 minutes. Ça veut dire que là où à Antanac, actuellement, on accompagne les gens, puis on fait des rendez-vous à peu près d'une demi-heure pour faire les choses tranquillement, scanner les documents, faire des copies, etc. Et là, il faudra, pour un rendez-vous simplement pour une affaire, il faudra 1h30. Ça va vraiment être intéressant. L'association Droit d'urgence, portée par les avocats du barreau de Paris, émet des recommandations pratiques en disant il faudra aider à la préparation du rendez-vous, il faudra inviter les personnes à scanner leur dossier sur le mail. Mais il y a des tas de gens qui savent pas scanner un dossier et qui savent pas se les envoyer par mail. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Vous l'avez compris depuis le temps. Antanac s'occupe notamment de l'accès du droit aux personnes, de toute personne, qu'elle soit française ou pas, quelle que soit sa situation, son âge, sa culture, son genre, ses pratiques, sa religion, sa langue. Bref, on a créé en 2015 ce rôle d'écrivain numérique public. Ça fait donc plus de 11 ans maintenant qu'on fait ça. On a organisé des permanences d'une demi-heure. On a 5 permanences par semaine, on reçoit 2000 personnes par an. Donc vous imaginez, si la préfecture elle-même dit que c'est 109 minutes, voilà, 2 heures pour une démarche. Je sais pas du tout comment on va faire. Et puis allez, tiens, pour finir, petite cerise sur le gâteau, vous devriez aussi, si vous avez 2 minutes, aller voir les thèmes, les 40 questions qui sont posées pour une intégration républicaine. Il y a 40 questions sur 5 thèmes particuliers. Faites les tests et dites-nous si vous avez su répondre à au moins 32 questions, parce que c'est ce que doivent savoir faire les personnes pour avoir une carte de résident-résidente. Salut! Mais écoute, merci Isa. Tu m'enverras le lien du questionnaire, comme ça je le mettrai sur les pages de l'émission qui sera disponible à la fois sur le site de Cause Commune et dans les notes de l'épisode. L'occasion de rappeler aussi que Antanac, vous êtes nos voisines, au 18 rue Bernard Dimet. Antanac, c'est antanac.com avec un K. Et si vous voulez aussi rencontrer Antanac, Isabelle est à chaque soirée radio ouverte de Cause Commune. La prochaine soirée radio ouverte, c'est le 1er mai. 1er mai. Voilà, exactement, à partir de 19h30 jusqu'à... La fête des travailleurs-travailleuses. Exactement, jusqu'à pas d'heure. Pierre Bessac, tu voulais faire une réaction sur la chronique d'Isabelle Carrère juste avant. Oui, bonjour tout le monde. Oui, j'avais deux réflexions sur le fait que l'administration se numérise. Bon, c'est plutôt une bonne chose en soi, mais par contre, effectivement, le problème, c'est l'inclusion numérique et le fait que je suis choqué par le fait que l'administration ne donne plus que les canaux numériques dans certains cas. Il faut absolument conserver une voie classique pour les gens qui n'ont pas accès au numérique ou pour qui c'est trop compliqué. Ça, c'est la première chose. Et une chose que j'ai apprise récemment sur les OQTF, donc qui est assez peu connue, parce qu'on parle des OQTF, il y a des agressions, enfin, etc. Obligation de quitter le territoire français. Ouais, exactement, oui. Merci du développement de l'acronyme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'OQTF qui sont en fait simplement des gens en attente de renouvellement de leur titre, et parce que l'administration ne tient pas forcément les délais. Donc on a plein d'OQTF qui ne devraient pas exister en fait.
D'accord. Voilà. Isa, une réaction Et c'est peu connu. Non, je suis d'accord sur ce deuxième sujet. Pas tout à fait sur le premier, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que je suis pas pour la numérisation à tout crin de tout et de tout le monde. Mais oui, sur les OQTF, absolument. On rencontre beaucoup de gens qui, ils ont tout bien, ils payent leurs impôts, ils payent les recharges salariales, ça va bien, ils ont un logement, et hop, quelque chose leur tombe sur la tête parce qu'il y a un problème de délai dans la fourniture des renouvellements de titres de séjour. Ben, merci tous les deux. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous abordons notre sujet principal, une nouvelle édition d'un Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre des libertés informatiques avec Isabelle Carrère, Pierre Bessac et Vincent Calam, et un invité spécial aujourd'hui que je présenterai après, même s'il n'interviendra pas forcément. Alors le choix musical, c'est de nouveau un choix de Vincent Calam. Alors c'est un grand plaisir parce que quand j'envoie aux invités, vous pouvez choisir une pause musicale, je sais que Vincent va faire un choix, et là il persiste avec un groupe qui s'appelle Lopkerjo. Nous allons écouter, tu veux l'expliquer avant ou... Laissons les gens écouter. Alors bon, c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Le sujet est assez facile à comprendre. Nous allons écouter Greenland, Go Home Yankee par Lopkerjo. On se retrouve dans 2 minutes 50. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. Not your colony. We are Greenland, and we are free. Only dictators dream of conquest. Dictators and little boys. You can't take things just because you want to. Greenland is not a toy. Go home, Yankee! 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 Oh, we are family. We are Greenland. We're not Yankees, and we'll tell you again. Go home, Yankee. 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 Whoa. Your heavy breath is melting our ice. Your crazy talk is killing our fish. We'd like to give you some good advice. Please stop all your bullshit. We won't give up. We won't give in. No means no. Make America go away. USA, go away. Go away. USA, go away. Go away. USA, go away. We are not for sale. We never will be. We will prevail. We will be free. Go home, Yankee. 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 Go. We are Greenland, not your colony. We are Greenland, and we are free. Go home, Yankee. No means no. Go home, Yankee. No means no. Go home, Yankee. No means no. Go home, Yankee. 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 Nous venons d'écouter Greenland, Go Home Yankee par Lopkerjo, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous au Café Libre pour discuter d'actualités autour du logiciel libre des libertés informatiques. Donc autour de la table, toujours Isabelle Carrère, Vincent Calam, bonjour Vincent. Bonjour. Pierre Bessac, bonjour Pierre. Et on a un invité, Thierry Noisette, donc qui est blogueur à ZDNet et journaliste au Nouvel Obs. Bonjour Thierry.
Bonjour. Alors Thierry est plus là en observateur parce que ce sera l'invité du prochain au Libre à vous d'un parcours libriste. Donc il est venu un peu repérer les lieux et c'est assez particulier parce qu'on va parler d'articles qu'il a écrits. D'ailleurs le premier c'est un article qu'il a écrit. Donc sens-toi libre Thierry si tu veux intervenir de demander accès au micro bien entendu. Alors on y va, on commence par le premier sujet. Alors, l'administration étudie un poste de travail sous Linux. Une circulaire prône l'open source quand c'est pertinent. Donc, c'est un titre d'un article donc de Thierry Noisette de ZDNet en mars 2026, dans lequel ZDNet apprenait, alors ce qui est assez marrant, via un message de l'April, donc l'association qui propose cette émission, que Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre de l'époque, donc en 2026, si vous nous écoutez dans quelques années, a publié le 5 février une circulaire qui, je cite, recommande de privilégier lorsque c'est pertinent le recours à des produits open source. Donc circulaire publiée donc le 5 février 2026 et j'ai envie de vous faire réagir sur une partie de l'article. C'est la fin de l'article qui nous a beaucoup amusé. Alors je cite donc Thierry Noisette, nous sommes 13 ans et demi, c'est long, après la circulaire Ayrault, du nom du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui soulignait les avantages du logiciel libre. 9 ans après la loi République numérique d'Axel Lemaire, dont l'article 16 dit les administrations encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat, de l'utilisation ou de tout ou partie de ces systèmes d'information. 5 ans après la circulaire Castex, donc du nom du ministre de l'époque Jean Castex, qui déclarait notamment cette ambition renouvelée implique en outre un renforcement de l'ouverture des logiciels sources et des algorithmes, des codes sources et des algorithmes publics, ainsi que de l'usage du logiciel libre et ouvert. Alors, est-ce que en février 2026, sur une circulaire qui recommande de privilégier lorsque c'est pertinent, sans forcément définir le terme pertinent, à quel moment c'est pertinent, des produits open source, on aurait pu utiliser des termes... Ah non, dans l'article c'est marqué logiciel, oui, c'est marqué logiciel open source, c'est même pas marqué logiciel libre alors qu'on est en France. Qu'est-ce que vous en pensez? On avance dans le bon sens? C'est suffisant malgré les enjeux? Qui veut réagir là-dessus? Alors, c'est la fin de l'article de Thierry, effectivement. Isabelle Carrère, la célèbre chanson de Dalida et de Alain Delon. Merci. Voilà, je cherchais. Donc Isabelle, première réaction. Bah oui, mais ça, voilà, pour moi, c'est la réaction. Elle est dans le texte. On est déjà. Enfin voilà, je suis complètement en phase avec ça. C'est-à-dire que on fait semblant de faire des grandes déclarations, des déclarations de principe, des choses dans lesquelles, mais bien sûr, ça avance. Mais on trouve que c'est très très bien, et on continue, comme si de rien n'était, à tendre la main aux milliardaires de la tech. Et donc, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, on nous baratine et on ne fait rien, on n'agit pas. Et l'élu écologiste, la Cyrielle Châtelain, qui avait interrogé en son temps sur les impacts de la migration des serveurs publics vers Windows 11, elle n'a pas obtenu de réponse particulière. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du baratin. Alors, je précise que dans la réponse quand même, et on y reviendra dans le second sujet parce qu'il y a un lieu, il est annoncé que l'État réfléchit à une migration vers un système libre. Je recherche où c'est. Sachant que donc dans l'article également de Thierry, il est rappelé qu'il y a quelques années, le ministère des Armées avait lancé une étude pour migrer vers le poste de travail sur le logiciel libre et que ça n'a jamais rien donné. L'étude n'a même pas été publiée, voilà. Et juste finir pour Cyrielle Châtelain, qui est actuellement la rapporteure d'une commission d'enquête sur les vulnérabilités numériques qui auditionne plein de gens en ce moment à l'Assemblée nationale, avec en présidence Philippe Latombe. Elle fait un vrai boulot, mais dans le même temps, on est d'accord que on vient de renouveler le contrat avec Microsoft pour l'éducation nationale jusqu'en 2029. Donc, de quoi parle-t-on en fait ? Vincent, Pierre, qui veut réagir? Pierre Vessac. Ouais, alors l'éducation nationale, effectivement, n'est pas franchement à la pointe, des avancées informatiques en matière de logiciel libre. C'est pas l'administration la plus véloce en matière de numérique. C'est un peu dommage. Moi, je viens de lire effectivement la circulaire en préparant l'émission. Le ton que j'en avais vu passer dans les réseaux sociaux était beaucoup plus volontariste que ce que j'ai pu lire dans la circulaire, parce que il y a un petit encadré. Enfin, c'est effectivement, on a déjà lu et relu ce genre de choses et il faudrait en mettre si on peut, mais voilà, je voudrais bien mais je peux point, quoi. C'est un peu voilà, c'est une autre chanson. Il y a beaucoup de fric, oui, une autre chanson, La Bonne du Curé, pour ceux qui connaissent pas, de Danny Corny. Très chanson ça aujourd'hui. On vend si vous arrivez à placer du Bobby Lapointe ou du Boris Vian, je suis preneur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Bien, Boris Vian, bien. Voilà, c'est mieux. Oui, donc en fait, il y a beaucoup d'intentions. Il y a quand même beaucoup aussi de lourdeur et de friction dans l'administration. Il faut le reconnaître. Toutes les administrations ne sont pas au même niveau. Par exemple, la DINUM est quand même beaucoup plus avancée sur ces sujets. Alors, direction interministérielle du numérique. On va en parler juste après. On va en parler. Effectivement, la DINUM montre des signes. C'est un petit peu la boîte enfin la division, la direction qui essaye d'un peu de faire bouger, de mutualiser des moyens numériques un peu plus moderne et pertinent au sein de l'État. Mais enfin, moi j'ai l'impression quand même que vu le contexte géopolitique avec un président états-unien dont on sait pas qui n'a pas de limite, Donald Trump. Voilà, Donald Trump, dont on peut penser il va faire pression par tous les moyens en nous enlevant des moyens numériques type Microsoft ou autre s'il le décide sur un coup de tête du jour au lendemain. Il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a un changement d'attitude côté administration européenne en essayant de se dire il est peut-être temps qu'on se bouge un peu les fesses pour avancer réellement. Alors ça va pas vite, c'est clair. Voilà, mais faute de grive on mange des merdes, disons, comme je disais tout à l'heure en préparant l'émission. Avant que je laisse Vincent réagir sur cet article et qu'on passe à la news, je vais préciser, parce que tu parles président américain, les sanctions, etc. Dans la commission d'enquête sur les vulnérabilités des numériques, je vous encourage à écouter l'audition de Nicolas Guillou, qui est le juge de la CPI qui vit sous sanction depuis plusieurs mois et qui montre comment c'est effrayant quand on est sous sanction américaine avec des méthodes qui normalement ont été utilisées au départ pour des terroristes. Lui, il est juge à la CPI et depuis plusieurs mois, il vit sous sanction américaine. L'audition est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, donc c'est Nicolas Guillou, juge de la CPI, qui donc vit sous sanction. C'est pour ça que j'ai failli t'appeler Nicolas, Vincent, parce que j'avais en tête Nicolas Guillou. Donc Vincent, Calam, une réaction là-dessus avant qu'on passe à la DINUM? Je suis pas encore sous sanction. Bon, ça peut... Toi, t'es franco-suisse, donc la partie suisse te protégera peut-être. Peut-être. Non, je vais quand même je vais voir le verre à moitié plein, on va dire. Bon, d'une part, il a pas publié ça sur X et Facebook, ce qui est c'est déjà une bonne chose. Dans d'autres cas, il fait même plus de circulaires, il publie ses consignes sur X et Facebook. Et ensuite, je crois qu'il y a aussi un effet cliquet, hein, c'est-à-dire on voit que ça progresse, c'est lent, c'est très lent, mais d'un autre côté, les changements sociaux sont aussi très lents. On peut finalement 10 ans, c'est à la fois long, mais pas tant que ça finalement. Donc on peut espérer que ça soutienne en tout cas tous celles et ceux qui à l'intérieur de l'administration se battent depuis des années. On peut espérer que déjà une circulaire en plus les aidera à défendre leur cause. En rappelant que l'April défend la demande d'une priorité effective au logiciel libre, notamment via, par exemple, un projet de loi et une mise en œuvre via un décret qui préciserait effectivement cette notion de priorité. Là où on est juste un simple encouragement lorsque c'est pertinent. Et là, quand est-ce que c'est pertinent? Tout est tout dans les détails. Alors, on va pas totalement changer de sujet parce qu'on va justement parler de la suite logique, mais comme j'adore ma petite clochette, je vais quand même l'utiliser. On vient juste de parler, donc ça c'est en février 2026, cette circulaire, réponse donc à une question écrite de Cyril Châtelain, donc par Sébastien Lecornu, donc qui annonce cette circulaire, qui annonce également que le gouvernement réfléchit que la DINUM a lancé en 2025 une réflexion sur le développement d'un poste de travail sous système libre, mais sans préciser exactement. Et là, nous sommes en avril 2026. Il y a eu un séminaire récemment organisé par la DINUM à l'initiative du Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, du ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel, de la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Anne Le Hénanf. Et je vais rappeler juste pour préciser que Anne Le Hénanf, Cyril Châtelain suit ses dossiers, mais Anne Le Hénanf, il y a 1 an ou 2, avait été co-rapporteur d'une mission flash sur le piège Microsoft. Donc c'est quand même quelqu'un qui est sensibilisé à ces questions-là. Donc il y a un certain nombre d'annonces dans le communiqué de la DINUM. On va commencer par la première annonce, alors celle qui a fait peut-être le plus parler, entre guillemets, et même des fois, même dans des articles américains où ils se sont un petit peu enflammés. Donc je vous lis la première partie de l'annonce. S'agissant de l'évolution du poste de travail, donc la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique, annonce sa sortie de Windows au profit de postes sous système d'exploitation libre. Donc c'est à peu près 250 postes. Hein. Alors il y a des articles français, on va pas les citer parce qu'on est charitable, qui ont titré que l'État français migre vers du système libre. Non, pour l'instant, c'est 250 postes pour l'instant, mais ça pourrait être une préfiguration d'un système pour effectivement l'ensemble de l'État français et des services publics. Est-ce que on va commencer par le verre à moitié plein, même parce que là, le verre se remplit encore plus, parce que finalement, la DINUM passe l'étape supplémentaire. Et après, je vous poserai une petite question sur la partie technique, le choix de la distribution. Mais déjà sur l'annonce.
Ah bah oui, même chose. C'est aussi une bonne chose. Je crois qu'on on est au Café Libre, mais comme disait Pierre, on peut pas ignorer le fracas du monde actuel, et je crois qu'il y a vraiment maintenant les gens sentent la pression géopolitique très forte. Donc il y a une prise de conscience générale. Ce qui est bien, c'est le logiciel libre est prêt depuis quelques années, mais il est prêt à répondre à toutes ces demandes. On a le panel de possibilités offertes par le libre est énorme. Le seul cas qu'on peut avoir dans toutes ces migrations, c'est comme il y a eu le cas avec Mastodonte quand il y a eu la première migration de gens qui quittaient Twitter quand ça a été racheté. C'est le changement d'échelle brutal qui fait le logiciel libre n'arrive pas à suivre. Mais potentiellement, je pense que c'est rare, de plus en plus rare, les cas où il n'y a pas un logiciel libre qui peut remplacer, voire même en mieux, les logiciels propriétaires actuels. Je pense qu'on a un niveau de maturité du logiciel libre qui dit que voilà, là c'est l'occasion, l'esprit du temps est à ça. Et dernière chose, j'ai l'impression que l'idéologie a changé de camp, c'est-à-dire que avant c'était les gens du libre qui étaient des idéologues, et maintenant c'est les gens du libre qui sont des pragmatiques, et c'est ceux qui défendent encore le propriétaire qui, de mon point de vue, sont des idéologues. Et est-ce que, comme le disait Pierre, c'est lié vraiment à une crainte suite à la réélection de Donald Trump et ses premiers mois de présidence, avec tout ce qu'il a fait? Parce qu'effectivement, on sent depuis quelque temps, c'est pas les premières annonces, et c'est pas les seules dans d'autres pays. Tout à l'heure, on parlera de l'Allemagne. Est-ce que c'est un effet finalement anti-Trump? Anti-Trump, je ne sais pas. Ou mais contrôle par les USA. Réaction, oui, on voit qu'on est quand même très dépendant, et notamment en matière de numérique, des solutions états-uniennes. Moi, j'ai quand même l'impression dans les discours publics, alors au niveau à Bruxelles, pas trop, ça se sent pas trop, mais dans les discours des différents pays, donc il y a notamment Allemagne et France, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience du fait qu'on est un petit peu contraint, et qu'on a intérêt à desserrer les taux avant qu'il soit trop tard, quoi. Il est peut-être déjà trop tard d'ailleurs, je sais pas. Parce que si je me souviens bien, l'an dernier, il y a eu aussi un des ministères qui a demandé à l'ensemble des administrations de répondre à des questions par rapport à leur dépendance par rapport à l'ensemble des solutions américaines et autres. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure juste après, parce que des ministères sont aussi engagés à fournir un plan d'action. Mais d'abord, on reste sur la migration, on va dire, de la DINUM. Juste sur Isabelle. la DINUM. Ouais, pour juste sur la DINUM, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je crois que je suis d'accord. Oui, c'est bien, c'est un tout petit pas, il est tout petit, c'est déjà bien. Par contre, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, mais peut-être j'ai mal cherché. Quelle est la distribution? Alors justement, c'était ma deuxième question d'aller enchaîner, parce qu'effectivement, dans le communiqué de la DINUM, il n'est pas précisé quel choix. À nos connaissances, enfin, c'est même pas à notre connaissance, ça a été annoncé récemment dans une réunion à laquelle on participait. Le choix de la distribution, c'est basé sur NixOS. Alors, évidemment, c'est pas la distribution GNU Linux la plus connue. Je sais pas, d'ailleurs, je regarde les yeux qui ici autour de moi, qui est une distribution. Alors, en fait, c'est une distribution qui est hautement, visiblement reproductible. Donc, si j'ai bien compris, l'intérêt, c'est de pouvoir la déployer sur de très nombreux postes. Et c'est surtout pour, apparemment, profiter du projet qu'ils ont déjà mené sur ce qu'ils appellent un système qui s'appelle Securix, qui est basé sur NixOS, donc une distribution entre guillemets sécurisée, travaillée avec aussi Lancy qui a sa propre distribution par ailleurs, et la version de bureau qui s'appelle Bureautix. Ce sont sans doute des fans du Derzo et de Goscinny. D'accord. Donc voilà, a priori effectivement ce serait basé là-dessus. On va rappeler juste peut-être le principe. Est-ce que peut-être l'un de vous ou l'une de vous peut rappeler ce que c'est qu'une distribution libre? Parce que les gens qui connaissent Windows et Mac, ils ont peut-être pas cet environnement-là en tête, c'est l'explication. Est-ce que quelqu'un se sent d'expliquer facilement? Allez, Pierre Vessac, j'essaye. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le libre, il y a énormément de logiciels très divers. Il y a toujours plusieurs solutions au même problème, pour les outils courants. Il y a ce qu'on appelle une distribution Linux. C'est un assemblage d'un certain nombre de logiciels, tout intégré de manière facile à installer, et qui fait différents choix sur les outils standards, notamment sur les outils de fenêtrage, l'environnement qui permet d'utiliser la souris, d'utiliser les fenêtres. Et puis quelques petits ajouts qui sont en général propres à la distribution sur la façon de gérer les utilisateurs, d'avoir de l'aide, etc. et de récupérer les mises à jour. Sachant qu'en général, c'est
très croisé, c'est-à-dire que si on installe telle distribution et qu'on préfère on préfère autre chose que le gestionnaire de fenêtres installé par défaut, on peut installer celui de la distribution d'à côté. Enfin, c'est très, en général, c'est très souple. Voilà. Donc le problème, c'est d'en choisir. Après, vu la multitude de choix qui existent, c'est d'en choisir une adaptée. Mais évidemment, les distributions sont plus ou moins ciblées sur tel type de public. Donc plutôt une personne qui veut pas se casser la tête, qui veut quelque chose simple à installer pour faire de la bureautique et du web, ou bien des distributions plus ciblées sur la sécurité, comme tu le disais, ou sur la gestion de parc aussi. Enfin voilà, il y a différents, il y a une sorte de ligne éditoriale de distribution qui permet d'un peu choisir celle qui correspond le mieux à ce qu'on recherche. Alors, je vais préciser aussi que si des gens nous écoutent et se disent tiens, j'ai envie de migrer vers un système libre sur mon poste de travail, le mieux c'est d'aller voir des groupes d'utilisatrices ou d'utilisateurs ou des structures comme Antanac qui vous accompagnera sur le choix de la distribution, parce qu'effectivement il y en a plusieurs. Et sur les premiers pas, si par exemple vous avez des enfants, il y a une distribution française qui s'appelle Printux, qui est vraiment très orientée enfants, etc. Donc n'hésitez pas. La gendarmerie nationale de son côté était partie il y a très longtemps, il y a 20 ans, sur une base Ubuntu. Visiblement, il y a des collectivités qui choisissent une autre distribution, comme notamment Chirol. Donc visiblement la DINUM se baserait sur NixOS, et là je vais juste citer un article donc pour changer un peu de journaliste, hein. Informatique News, Loïc Duval, alors, je connaissais pas du tout ce journaliste, mais qui dit alors c'est un OS de base sécurisé pour poste d'administration reposant sur NixOS avec un noyau Linux personnalisé et un durcissement aligné sur les recommandations de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc authentification par clé matérielle, chiffrement, durcissement du noyau selon le référentiel de l'ANSSI, et un second dépôt, donc bureautique, celui dont je parlais, montre comment dériver Securix pour bâtir des postes bureautiques. Autrement dit, la base technique visible aujourd'hui de cette future distribution pour la DINUM est bien NixOS avec Securix comme socle de sécurité et Bureautix comme exemple de poste de travail. Ça me fait venir une question, parce que dans son article, Loïc Duval, il pose une question. Ne fallait-il pas commencer par essayer d'avoir une distribution européenne unifiée ? Le mythe, la légende d'avoir une seule distribution qui serait unifiée partout en France ou en Europe. Est-ce que vous avez un avis sur la question ? Qu'est-ce que ça voudrait dire en fait ? Oui, pourquoi pas, mais on peut imaginer une distribution orientée pour les administrations, je sais pas. Mais... Je sais pas si ça a du sens. Hein. Il pose la question. Dans son article. Je suis pas sûr. Ouais. Faudrait voir. C'est plus. Moi, j'aurais plutôt quelque chose qui vient du bas, c'est-à-dire les utilisateurs qui se disent on a des besoins communs, ça vaudrait le coup de mettre nos ressources, donc plutôt avoir des distributions locales qui fusionnent parce qu'elles ont les mêmes intentions et les mêmes usages, je sais pas. D'accord. Vincent, calme. Je vais citer Tolkien, c'est une distribution unique pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier. Voilà. Je pensais à ça. Merci pour la citation. Je crois que Vincent a pillé le game. Voilà. À moins que alors j'enverrai cette citation à Loïc Duval, tu me la ressortiras parce qu'il faut. Je lui enverrai. C'est le poème sur la musique. Oui, mais t'as pillé le game. Est-ce que tu veux réagir là-dessus Oui, juste dire qu'effectivement pour moi, non, moi je dirais pas que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que toute idée qui pour moi viendrait à nouveau dans enrichir le fantasme de la centralisation de une seule chose unique au même endroit, moi je dis non, c'est très très bien, et on apprécie en Antanac notamment, on voit bien l'intérêt qu'il y ait plusieurs interfaces, plusieurs façons d'accéder à ceci ou cela et plusieurs façons de traiter les choses, du moment qu'on reconnaît que les applications logicielles qui sont dessus, on peut les retrouver, voilà, je vais pas les citer, mais on peut les retrouver d'une distribution à une autre. Donc, alors je vais aussi maintenant vous citer le communiqué d'une excellente association qui s'appelle l'April. L'April a souligné un point dans le communiqué de la DINUM que pas grand monde a vu, c'est l'absence totale du mot logiciel libre ou même open source. En fait, seul mot qui apparaît qui est lié au logiciel libre, c'est Linux, le noyau Linux. Mais finalement, il n'y a pas d'annonce autour choix logiciel libre. Et donc dans le communiqué de l'April, je vais vous le citer, je vais vous demander de réagir. L'April souligne qu'aucune politique de réduction des dépendances ou d'autonomie stratégique en matière numérique ne peut se faire sans logiciel libre. Et le logiciel libre, c'est pas juste du code et des produits, c'est aussi une éthique de l'émancipation et un engagement envers plus d'interopérabilité qui devrait être au cœur des services publics. Souhaitons que l'absence de la mention logiciel libre dans le communiqué de la DINUM ne préfigure pas un tel angle mort dans les travaux à venir. Parce que la DINUM parle simplement de réduire ses dépendances extra-européennes. Donc peut-être que pour réduire les seules dépendances extra-européennes, l'autre option n'est pas le logiciel libre, mais une solution bien franco-française, bien privatrice. Est-ce que vous, l'absence de mot logiciel libre, ça vous inquiète ?
comme l'April, ou finalement non, vous trouvez que l'April ils sont un peu trop, ils vont un peu trop loin. Isabelle. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est une possibilité parce que les gens qui font des communiqués en général ils cherchent bien leurs mots, ils savent de quoi ils parlent, et si ça n'est pas inscrit en clair, c'est qu'il y a anguille sous roche, quoi, c'est sûr. Ou baleine sous le gravillon, je sais plus comment on dit, gravillon sous le baleine. Ouais. Non, baleine sous gravillon, je crois. Baleine sous gravillon, ok, voilà, il y a ça. C'est bien ça. Ou gravier sur Non, mais je suis assez d'accord. Je pense que c'est une volonté de pas trop mettre les pieds dans le plat, quoi. Voilà. Effectivement, c'est dommage que l'occasion d'expliquer, d'exprimer les valeurs du logiciel libre ne soit pas un peu plus saisie dans cette. On peut imaginer qu'il y a eu des tensions internes ou politiques pour pas trop fâcher, je sais pas. Alors, si le communiqué de l'April le cite, c'est que sans doute qu'il y a eu des tensions où il y a des signes, notamment avec l'utilisation par exemple du terme commun numérique, qui est un fourre-tout monstrueux dans lequel on ne sait plus trop ce qu'on veut. Et surtout quand on écoute aussi les auditions de la commission sur les vulnérabilités numériques, on aimerait bien que des fois les gens nous disent ce qu'ils entendent par solution souveraine. Est-ce que la solution souveraine, c'est la solution purement française, purement européenne? Est-ce qu'il y a du logiciel libre ou pas? Enfin voilà. Autre point dans le communiqué de la DINUM qui est intéressant, parce que là il y avait eu des critiques, notamment d'entreprises qui disaient que la DINUM, bon finalement, elle fait un peu des choses toute seule avec un certain nombre de ses projets. Et donc là, il va y avoir des rencontres, les premières même, rencontres industrielles du numérique, je cite, qui seront organisées par la DINUM en juin 2026, qui constitueront l'occasion de concrétiser des coalitions ministérielles publiques-privées, avec notamment la formalisation d'une alliance publique-privée pour la souveraineté européenne. Alors, vous notez que par rapport à ma question précédente, c'est alliance publique-privée, pas pour le logiciel libre, hein, pour la souveraineté européenne. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que est-ce qu'il y a des angles morts, des choses à s'inquiéter là-dessus par rapport à cette alliance publique-privée pour la souveraineté européenne? Alors, ça fait rire autour de la salle. Ah oui, ça fait rire parce que autour de la table plutôt. D'une part, Isabelle. j'aimerais bien savoir qui sont les industriels qui vont être invités. Et sont-ce bien effectivement uniquement des entreprises européennes, strictement, dans lesquelles il n'y a pas du tout un petit financier d'ailleurs? J'aimerais bien savoir qui ça serait, ça. Ça m'intéresserait bien. Et après, bon, moi, je vais te laisser parler, mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne après sur cette notion de souveraineté numérique. Je voudrais dire des trucs là-dessus. Vas-y. Ok. Pierre, Vincent, là-dessus? Effectivement, j'entends, je n'avais pas lu le communiqué, j'entends ce que tu dis. Effectivement, ça a l'air d'être un fourre-tout de mots-clés, sachant qu'il y a, ce que laissait entendre Isabelle, il y a eu des précédents en matière au niveau européen sur des machins, des clouds souverains, etc., où en fait ça s'est fini noyauté par du marketing des GAFAM, et le truc a été vidé de son sens. Hein. Je crois que c'était pas Gaïa le truc en question. J'oublie le nom. Alors Gaïa, c'est un truc au niveau européen. Effectivement. Ouais, il y a eu un truc comme ça qui a été noyauté par le marketing. Enfin, en gros, les critères d'adhésion étaient tellement bas de plancher que il suffisait d'avoir trois ou quatre étiquettes sur ton offre pour y adhérer. Et donc les géants du cloud états-uniens ont pu y entrer, donc se retrouver avec le label de confiance entre guillemets. On a aussi en France déjà deux initiatives de rebranding, de marque blanche sur des trucs GAFAM, donc d'un côté Azure, de l'autre Google Cloud, qui sont rebrandés par des marques françaises, qui sont Bleu et Essence. Alors, Essence, je connaissais pas. Bleu, je connaissais. Essence, c'est S3NS. Voilà, l'un est fait par que je dise pas de bêtises, Thales, je sais plus lequel est lequel, et l'autre est fait par Orange. Il y avait du Capgemini dedans, je crois, non? Il doit y avoir, oui, il y a plusieurs partenaires. Hein. Il y a tous les, comment on appelle, tous les suspects habituels, comme on dit, des grands groupes français. Et en fait, oui, c'est de l'offre américaine un peu blanchie au niveau juridique pour être moins dépendant des contrats d'origine. Blanchi, je te dis. Ouais, c'est du blanchiment de souveraineté. Ouais. C'est du sovereignty blanching. Washing. Voilà. Je suis pas le seul à employer le terme, hein, parce que c'est plutôt, il y a une installation locale des moyens fournis par les grands groupes américains, états-uniens, et puis donc c'est censé protéger un petit peu les usagers de l'offre qui vont souvent être des entreprises de défense, etc. Mais c'est insuffisant en fait. Voilà, c'est très insuffisant parce que si jamais ne serait-ce que notre fameux président états-unien décide un jour de couper les mises à jour, on se retrouve avec un logiciel qui est obsolète en 3 mois, quoi. Voilà, donc c'est quand même la dépendance reste quand même assez forte.
D'accord. Donc voilà, si c'est pour faire ce genre de choses, donc en fait juste rassurer les juristes en ayant des contrats qui de toute façon sont préemptés par le Cloud Act ou la législation américaine qui permet à l'État états-unien d'aller mettre son nez dans nos données, c'est pas forcément un gain, voilà, pour le dire de manière euphémistique. Vincent, tu veux réagir là-dessus ? Oui, bon, on va payer pour voir, il faut être très vigilant, parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est des mots et faut regarder les actes. Est-ce que je peux juste revenir un peu en arrière, quand tu m'avais posé la question sur est-ce qu'il y a un effet Trump? Moi, je pense que oui, parce que avant, on avait quand même l'idée que il y avait les géants de la tech, mais qui étaient des multinationales au-dessus des États et ainsi de suite. Et avec l'élection de Trump et l'alignement, il les a mis au pas quand même. Quand on voit comme ils ont participé à sa cérémonie d'intronisation, enfin, ils sont tous alignés, et en fait, on voit que les géants sont des colosses au pied d'argile, et qui sont, en fait, ça a quand même montré que, effectivement, si le président des États-Unis dit ça, aucun ne résiste, quelle que soit leur charte, leur intention, enfin, la façon dont ils ont changé totalement d'orientation sur plein de questions qui étaient accusées d'être woke. C'est impressionnant le virage rapide. Donc, je crois que l'effet Trump a montré que, oui, détenir la violence légitime pour un État, ça restait très 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 puissant, même si l'on était un géant de la tech. Ah, est-ce que ça pose pas la question, je te laisserai réagir après Isabelle sur la souveraineté européenne, sur la question du financement de logiciels libres, notamment de certains logiciels qui sont surtout financés par des entreprises, et il faudrait peut-être pas essayer de réfléchir à quelque chose comme a fait Mediapart dans la presse, c'est-à-dire que le financement des Mediapart dépend, alors je sais pas si, peut-être que Thierry me corrigera, c'est une fondation, une structure à part, mais en tout cas ça a été sécurisé pour l'indépendance par rapport aux fondateurs. Est-ce que même dans le logiciel libre, parce que finalement il n'y a pas cette crainte-là, si on a des logiciels libres qui sont développés principalement par des entreprises, est-ce que finalement il n'y a pas une possibilité à un moment de se dire si le propriétaire change, la licence pourrait changer, notamment si tous les droits appartiennent à l'entreprise qui développe le logiciel libre. Est-ce que quelque part il n'y a pas des questions aussi de financement qui peuvent se poser et de choix effectivement de logiciels qui seraient pérennes indépendamment de la structure qui les développe? Bah, oui, sans aucun doute. Voilà, oui. Alors, en parlant de ça, j'ai vu. Alors, c'est un peu. J'ai pas révisé sur le sujet, donc je vous sors ça de mémoire. J'ai vu une conférence sur le montage justement d'un fonds européen pour financer le logiciel libre, qui a été évoqué à FOSDEM. Voilà, je dis ça parce que j'ai été à FOSDEM fin janvier et monté par un ancien pirate, notamment Félix Reda et d'autres personnes. Donc essayer de monter justement ce genre de fonds pour avoir du développement indépendant des majors, y compris en libre. Alors, ancien du parti pirate, donc on précise. Ancien du parti pirate, excuse-moi, oui. Non, parce que c'est... Effectivement, je dis ça, oui. Bon, ça pourrait être un vrai pirate, hein. Ancien élu au Parlement européen, élu pirate allemand. Voilà. Je dis ça d'autant plus que t'as le t-shirt du parti pirate sur toi, voilà, c'est... Voilà. Isabelle, toi tu voulais revenir sur l'expression, ou en tout cas sur la thématique souveraineté européenne, qui est dans le communiqué de la DINUM. Oui, absolument. Est-ce que je peux lire là la phrase de Anne Le Henenff, ministre déléguée donc chargée de l'intelligence artificielle et du numérique? Parce que je trouve ça assez fou. Elle dit « La souveraineté numérique n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique. L'Europe doit se doter des moyens de ses ambitions. Et la France montre l'exemple en accélérant la bascule vers des solutions souveraines, interopérables et durables. En réduisant nos dépenses à des solutions extra-européennes, l'État envoie un message clair, celui d'une puissance publique qui reprend la main sur ses choix technologiques au service de sa souveraineté numérique. » Je trouve que ce sont des phrases complètement hallucinantes ça ne dit rien. Parce que, non mais la souveraineté numérique, c'est, je pense, le meilleur fantasme qui a été là envoyé par Macron et par d'autres ces derniers temps sur le sujet du numérique et de l'informatique. Parce que, de quoi parle-t-on en fait? On ne maîtrise strictement rien. De quelle souveraineté on parle? Que ça soit sur la question des logiciels, et tu posais la question du financement, c'est vrai qu'on t'a pas répondu parce que c'est compliqué de répondre à ça comme ça, c'est de trouver des solutions. Mais si on regarde la question du matériel, si on regarde par exemple, je prends un petit exemple qui est celui de la construction des data centers, qui finance, qui organise, construit, exploite ensuite les data centers en France? Des investisseurs qataris ou arabes, des sociétés américaines
Et on n'a absolument aucune souveraineté dans rien là-dessus. À part que c'est venu nous prendre des terres agricoles. Donc là, oui, des hectares agricoles qui disparaissent au profit de data centers. Mais on n'est pas du tout sur une souveraineté. Donc, la souveraineté logicielle, on la connaît pas, on la voit pas bien. Et on voit pas effectivement quel financement qui ne viendrait pas d'ailleurs qui viendrait vraiment là de la France ou de l'Europe viendrait soutenir ça. On ne voit pas bien. On ne voit pas d'ailleurs comment quelque chose qui serait strictement privé, sans aucune mise en, je ne sais pas comment le dire, mais mise en commun justement de ces développements-là pourrait se faire tranquillement sans mettre en risque GNU Linux. Je vois pas bien. Et ensuite sur le matériel, c'est juste une catastrophe, que ce soit les machines elles-mêmes. On sait toujours pas d'ailleurs ce qu'a fait la police de ces 22 000 postes là. Je sais plus ce qui. Bref, on avait parlé de ça, puis on ne sait plus ce que. J'ai pas regardé ce que c'est devenu. Et les constructions de tous ces data centers qui sont une catastrophe de ce point de vue-là. Donc pour moi, souveraineté numérique, c'est niette, quoi. Ça ne veut rien dire. C'est du baratin. C'est un mythe, un fantasme. Alors, est-ce que c'est le choix du terme? Est-ce que, par exemple, si on parle d'autonomie stratégique, c'est mieux? Ou c'est non, c'est vraiment l'idée. C'est le concept. C'est le concept que nous sommes dans une structure qui s'est mondialisée et soudainement, la France viendrait dire non, moi, je suis capable tout à fait d'être en autonomie particulière et je ne vais plus rien demander à personne et je vais faire les choses moi-même. Enfin, on voit bien que non. On voit bien que non. Sauf qu'on ne maîtrise rien. Et si on veut continuer à centraliser, comme on le disait tout à l'heure, des tas de choses, on va rester sur la même logique capitaliste qui va être qu'on va donner le pouvoir. Si c'est plus aux Américains, ça sera aux Chinois ou aux Russes ou que sais-je. Mais je vois pas comment ça va être autrement. D'accord. Je crois que Pierre voulait réagir sur les data centers. En fait, à plusieurs titres. Alors déjà, effectivement, la notion de souveraineté, c'est souvent derrière l'idée de puissance de l'État et d'indépendance de l'État. Enfin, les idées gaulliennes sur il nous faut un porte-avions. Enfin, c'est un peu le même genre de choses. C'est ça défend pas forcément les droits fondamentaux des citoyens. Voilà. Donc c'est pas forcément un autre avantage en tant que citoyen directement. Même si ça peut nous isoler en partie des pressions extérieures sur le matériel. Alors sur les data centers déjà, il y a quand même énormément de data centers qui sont gérés par des gros acteurs français. On a des gros hébergeurs français, on a des gros fournisseurs d'accès. Donc il y a des data centers un peu privés détenus largement à capitaux français. Il y a aussi effectivement des data centers états-uniens qui sont les data centers de ce qu'on appelle de colocation, qui sont pas détenus par un acteur unique, mais qui sont détenus par un acteur unique, mais où n'importe qui peut aller installer ses moyens. Pas tout à fait n'importe qui, mais oui. Si en fait. Alors il faut avoir un petit peu d'argent, mais c'est pas très cher. Tu peux louer des racks à partir de quelques centaines d'euros par mois, donc c'est relativement accessible, on va dire, si tu veux des moyens à toi. Donc c'est un peu comme ces trucs qui te louent 1 mètre carré de cave pour stocker ton truc parce que t'as pas de place chez toi. Donc ça c'est une chose. Il y a quand même effectivement sur les gros investissements de l'IA, ça va souvent être financé par des actuels qui motivent des constructions à grande échelle aujourd'hui. Là, Isabelle a raison, c'est plutôt des gros investisseurs étrangers. Alors sur le matériel aussi, il y a quand même une différence entre le matériel et les services en ligne. C'est que le matériel, effectivement, on ne sait pas fabriquer de processeurs ou d'ordinateurs complets en France aujourd'hui. On va être dépendant des Chinois, des États-Uniens, de différents fournisseurs extérieurs sur les circuits à très haute intégration. Mais une fois que tu as ton ordinateur, personne va venir te l'enlever a priori. Il y a pas de kill switch comme on dit, enfin d'interrupteur pour te l'arrêter à distance. Sauf l'obsolescence programmée. Mais alors il y a ça, oui. Ouais. Mais sinon après une fois qu'il si tu te débrouilles bien, qu'il ne fonctionne plus. Ouais, mais c'est quand même pas évident. C'est pas grave. Quand il fonctionne plus, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais t'arrives quand il tombe en panne. T'en prends un autre du même modèle à côté. Et celui que t'avais toi, tu le mets où? Non, mais on est là-dessus. Je veux dire, on est sur, quand elle dit solution souveraine, interopérable et durable. C'est pas se moquer du monde, ça, durable. Alors, d'où l'informatique est durable. C'est comme le nucléaire qui serait pas fossile, quoi. C'est la même idée pour nous. Le logiciel libre aide là-dessus, justement. Si ça veut dire que l'État utilise le logiciel libre pour exploiter du matériel un peu ancien, parce que t'as encore les pilotes. On est d'accord qu'elle l'a pas dit, justement, c'est ça. Non, mais en théorie, c'est un bon moyen de caser. Tout à l'heure, elle l'a pas dit, elle n'a pas mis le mot, elle a pas parlé ni de libre, ni d'open source, ni de rien du tout. Elle dit solution souveraine, interopérable et durable. Ses objectifs.
Défense son poste. Oui, je comprends, peut-être son poste, je ne sais pas. Mais après, sur les moyens, on peut arriver pour dire, justement, pour répondre à ces objectifs, on a le logiciel libre, on a ceci, on a cela. Mais c'était le sens, et je pense que c'est le sens de la remarque dans le communiqué de l'April aussi. C'est on peut se questionner de l'absence effectivement du terme logiciel libre ou d'autres choses dans une communication qui effectivement. Finalement, le seul mot qu'on peut rapprocher au logiciel libre, c'est le noyau Linux, mais sinon, tout le reste, effectivement, n'apparaît pas. Et quand on écoute, effectivement, les auditions de vulnérabilité numérique de la commission d'enquête, on se demande ce que les gens mettent derrière les termes, effectivement, souveraineté, autonomie, etc. Et quelle est la place du logiciel libre là-dedans, et de quel logiciel libre. Ce qu'on peut espérer, effectivement, c'est que ça évolue positivement et que peut-être certains ont cette option-là en tête. Et voilà. Alors notamment, ce qui sera intéressant, et on va finir là-dessus sur ce sujet-là parce que le temps avance, et on va passer à un truc. Oui, bien sûr. Et après, on passera sur un truc encore plus ambitieux qui est en Allemagne. Mais je vais juste préciser quand même que donc dans les annonces de la DINUM, alors il y a des annonces qu'on fait aussi parler, c'est le fait que la Caisse nationale d'assurance maladie a annoncé la migration de 80 000 postes de ses agentes et ses agents vers des outils du socle numérique dit interministériel, c'est-à-dire un outil de messagerie, un outil de visio et un outil de transfert de documents. Ça, donc c'est effectivement pas mal. Et puis surtout, c'est que la DINUM va coordonner un plan interministériel de réduction des dépenses extra-européennes. Je lis, et chaque ministère sera tenu de formaliser son propre plan d'ici l'automne portant sur les axes suivants: poste de travail, outils collaboratifs, antivirus, intelligence artificielle, base de données, virtualisation, équipement, réseau. Et donc c'est peut-être que là, donc à l'automne, on verra effectivement quelle place sera donnée à la partie de logiciel libre, notamment, interopérabilité aussi, format ouvert dans ces plans de chacun des ministères. On verra ce qu'il y aura dedans, quoi. Isabelle, tu voulais continuer? Moi, j'avais une question, parce que je voulais, sûrement vous savez ça, vous, mais quand on parle de logiciels libres, GNU Linux, open source, etc., en Europe, est-ce qu'on peut complètement dire qu'on est complètement souverain, autonome sur la création, le développement de ces outils? Si on prend que le noyau Linux, c'est une fondation américaine qui principalement finance. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça donc, que la notion européenne ou souveraineté européenne, est-ce que ça a un sens On est d'accord. Donc même s'agissant de logiciels libres. Alors ça, c'est quand on le voit au point de vue maintenant, c'est évolution. Mais le code étant libre, si on estime que la fondation américaine ne fait pas bien son travail, on peut toujours. Alors dans l'absolu, on peut toujours créer des moyens. On peut, mais est-ce que c'est prévu là? Est-ce que quelqu'un en parle? Est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui? Je sais pas. Moi, je pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez, ou comment est-ce que l'April réagirait à ça, ou c'est quoi le? En fait, c'est vrai que comme dit Pierre, je pense que ça c'est quand il y a une nécessité. Moi, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est quand OpenOffice il commençait à avoir différents soucis. Il y a des gens qui se sont mobilisés pour créer une structure en Allemagne pour financer une alternative libre basée sur OpenOffice qui s'appelle aujourd'hui LibreOffice. T'es trop fort, toi. Tu fais pas de la radio pour faire le lien entre les sujets comme ça? Non, et puis surtout, j'allais rajouter juste un truc. Trop fort. Par rapport tout à l'heure, Pierre parlait des brandings des marques. Dans l'école, à l'école aujourd'hui, le mot qui reste encore, c'est OpenOffice. Alors que de plus en plus, c'est du LibreOffice qui a remplacé. À l'époque, voilà, c'est. Alors aujourd'hui, par exemple, quand on est à l'école, normalement, on peut leur donner un document si des élèves travaillent sur des documents, on peut leur donner un document dans un format ouvert, Open Document, dont on va parler juste après, justement. Alors par sécurité, souvent les parents qui font ça, et je sais bien de quoi je parle parce que je suis parent, on met aussi le fichier au format Microsoft au cas où, parce que voilà. Ouais. Mais en tout cas, en termes de nommage, c'est le terme OpenOffice qui reste dans les écoles, parce que il y a. C'est pas que dans les écoles. Pas que dans les écoles. Tous les gens qui sont un petit peu loin de l'actualité du libre parlent encore d'OpenOffice. Oui. Tout à fait. Alors je me permets, on va avancer parce que on va pas faire de pause musicale, Julie. On va continuer et on va donc, comme il y a une logique dans cette préparation d'émission incroyable, mais on va quand même changer de sujet, mais pas totalement. Ah oui, si, j'allais oublier là. Il y a l'article les moutons noirs et ça traîne encore. On verra après. Mais on a un petit peu parlé justement sur les questions de financement, mais si on a le temps, on y reviendra après. Par contre, je veux quand même qu'on n'oublie pas de traiter l'Allemagne et le format ODF et bien plus. Donc, on change de sujet. Donc là, on vient de parler d'annonces de côté français, mais en Allemagne, ils vont, alors je sais pas s'ils vont encore plus loin ou pas, c'est à discuter, je vais vous demander, mais en tout cas, il y a un article de Thierry Noisette, toujours lui, de ZDNet, alors qui nous a quittés, donc il pourra pas réagir ou commenter. Je vous rappelle qu'il sera l'invité de Libre à vous la semaine prochaine. Donc qui, dans un article, annonce que le format ODF, donc qui est le format Open Document Format, donc qui est un format ouvert, notamment utilisé par la suite bureautique libre LibreOffice, devient obligatoire dans l'administration. Donc c'est un article qui date de début avril, je crois.
Je vais donc lire. La Document Foundation, donc justement la fondation allemande dont je venais de parler, qui gère LibreOffice, salue la décision du ministère allemand du numérique qui impose le format ODF dans l'administration fédérale, refusant ainsi le contesté OOXML, qui est le format de Microsoft. C'est le fameux fichier, alors, peu importe le nom, mais en tout cas c'est le format de Microsoft. C'est une victoire pour les formats ouverts qu'annonce la Document Foundation, l'organisation à but lucratif responsable de la suite bureautique LibreOffice. L'intégration d'Open Document Format comme format standard obligatoire dans le Deutschland Stack, excusez-moi, qui est un cadre d'infrastructure numérique souveraine du gouvernement fédéral allemand pour l'ensemble des administrations publiques. Et il est précisé que ce n'est pas une simple recommandation, parce qu'en France, on a le référentiel général d'interopérabilité, dans lequel il y a ce format, mais il y a aussi le format de Microsoft qui est présent. Donc, et le directeur exécutif de la fondation, il précise, souligne, il ne s'agit pas d'une recommandation ni d'une préférence, c'est impératif. Alors, je vais déjà vous demander de réfléchir là-dessus, et après, on passera le fait qu'il y a d'autres choses qui sont annoncées dans cette annonce de la Deutschland Stack, le cadre d'infrastructure numérique allemand. Mais déjà, sur cette annonce, qui n'est donc pas une recommandation, mais une obligation de passer à Open Document Format. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est de nature à faire changer les choses, l'évolution, dans les pratiques, dans les outils? Qui veut se lancer? Alors je pense que oui, parce que je suis utilisateur de LibreOffice. Je sais ce que c'est que de récupérer un document Word un peu compliqué. Alors le OXML normalement c'est le .docx sur les extensions. Tout à fait, .docx. Si je fais pas d'erreur. Il faut savoir que Microsoft a lancé ce format en réponse au format OpenOffice, LibreOffice, parce qu'ils ont eu peur de se faire justement phagocyter par un format libre. Donc ils ont fait une sorte de format pseudo libre qui était fondé sur le format XML et qui est, c'est du typique Microsoft, c'est-à-dire que le truc est très mal spécifié, on n'a pas beaucoup de documentation dessus. Donc en fait ceux qui veulent lire ce format se retrouvent à faire ça un petit peu à la petite semaine et c'est très compliqué de le gérer correctement sur des documents complexes. Donc on a tous récupéré des documents Word qui sont à moitié bousillés lorsqu'on les importe dans LibreOffice. Donc là, en édictant le format plus ouvert LibreOffice comme de référence, ça inverse le sujet en fait. Ça sera à Microsoft de faire des outils corrects aux utilisateurs de produits Microsoft de se débrouiller pour que leur truc fonctionne correctement lorsqu'ils récupèrent un document LibreOffice. Donc ça enlève un poids de compatibilité sur les éditeurs, les contributeurs de LibreOffice, qui d'ailleurs fonctionne de mieux en mieux. Là, il y a la version 26 qui vient de sortir. Jusque-là, on pouvait importer des PDF, c'était pas toujours joyeux, et l'importation de PDF marche beaucoup mieux qu'avant quand on veut modifier un PDF. Bref, désolé pour l'incise, mais donc voilà. En gros, je trouve que mettre le focus, pour parler en français, comment dire, je sais pas, insister sur la prééminence d'un standard ouvert et libre me semble effectivement essentiel pour faciliter la diffusion l'interopérabilité, même pas juste la diffusion de logiciels libres, c'est l'interopérabilité, donc tout le monde y gagne. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que dans ce qu'a fait la gendarmerie sur sa distribution, le recours à ce format-là, pour des questions d'interopérabilité, a été important. Mais je me souviens plus des détails techniques. Voilà, je m'avancerai pas plus. Là-dessus, donc sur cette annonce, Vincent peut-être déjà. C'est bien. Pour faire avancer, il y a la carotte ou le bâton. C'est pas mal parfois d'utiliser le bâton quand même. Donc là, quand c'est le gouvernement qui fait, c'est un gros bâton. Donc, je pense oui, c'est une bonne chose. Je précise en tant que codeur, je me suis plongé dans le format ODF pour générer des fichiers sans passer par LibreOffice et c'est quand même lisible. On peut même écrire un fichier EDF à la main en XML direct. Bon, c'est pas, je fais pas ça tous les jours, mais c'est faisable. Mais c'est vrai que ta remarque est intéressante parce que si je me souviens bien quand il y a eu des débats justement sur la normalisation des différents formats, l'une des choses qui était en faveur du format Open Document, c'était le fait qu'il soit relativement court, la documentation lisible par rapport au format de Microsoft, donc au Office Open XML, parce que c'est Office Open, ou en plus ils étaient vicieux parce qu'ils aimaient Office Open, voilà, c'est Office Open au lieu de Open Office, voilà. Mais en tout cas que le format de Microsoft par contre était c'était des milliers de pages de documentation, de spécifications, excusez-moi plutôt, et donc une mise en œuvre très compliquée et que seul finalement Microsoft peut maîtriser complètement, quoi. Donc effectivement la lisibilité de la normalisation des spécifications d'Open Document Format est une chose importante. Isabelle? Non, mais ça, on peut pas
pas ne pas trouver que c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est une très bonne chose. Et on parlait tout à l'heure de la faiblesse ou du côté un peu mollasson du gouvernement français qui dit il faudrait mieux, peut-être, si vous le pouvez, si c'est pertinent, quand vous le pourrez, si vous avez le temps, vous en faites pas. Ok, là on a un gouvernement qui dit là moi j'ai pris une décision maintenant, ça va être ça. Et ça permet que, du coup, ça envoie un signal également à Microsoft que c'est plus lui qui va juste commander tout le temps et décider que, j'ai décidé que je vais plus maintenir ma version 10 et que tout le monde devra passer à la 11. Non, là, c'est lui qui va devoir s'adapter à la norme. Et ça, oui, c'est plutôt plaisant. On est content. Alors je vais aussi préciser parce que là donc dans l'article donc de Thierry et dans les autres articles les journalistes se sont beaucoup focalisés sur le format de document, ce qui est évidemment l'une des choses importantes, mais en fait cette Deutschland Stack, donc qui est une infrastructure technique qui est émise par le FENA, se présente, donc je lis le communiqué là ce coup-ci de l'April, comme un système cohérent de référentiel basé sur des standards ouverts et qui s'impose à l'ensemble des administrations publiques, fédérales, étatiques et locales. Ça couvre un spectre très large des usages informatiques, format bureautique, stockage, messagerie, authentification. Ce cadre propose également un catalogue d'outils de développement et d'exploitation. Et la mise en place de ce socle technologique s'inscrit dans un objectif de création d'une phrase que Isabelle ne va pas apprécier, d'une infrastructure numérique souveraine. Son implémentation complète est fixée à l'horizon 2028 et son application sera rendue obligatoire pour tout nouveau projet. Clairement, c'est l'interopérabilité, donc la capacité en fait de pouvoir interagir des systèmes en utilisant notamment des standards ouverts, c'est-à-dire des spécifications techniques publiques, libres et maintenues grâce à un processus de décision ouvert, comme les Open Document Format. Donc ça, c'est vraiment une grosse mise en avant. Alors le texte est en allemand, donc on a lancé une demande de traduction pour avoir une version française pour avoir les détails. Donc, mais visiblement, en tout cas, ce système cohérent de référentiel va beaucoup plus loin encore que ce que fait la France. Donc ça va être à suivre. On peut peut-être espérer que le célèbre couple franco-allemand de ce côté-là, voilà, ça va se reformer à nouveau pour que l'ADINUM et les ministères, notamment dans le cadre de leur, les plans qu'ils doivent rendre les ministères d'ici en octobre, puissent intégrer des choses qui vous rendront encore plus loin que ce qui est pour l'instant prévu et que surtout la partie format ouvert, standard ouvert et logiciel libre prennent toute sa place. Est-ce qu'on peut être optimiste ou pas? Isabelle? On peut. Attends, j'ai pas une bougie là pour. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Ce qui est sûr, c'est que moi j'aime bien la phrase dans l'article en question. Ouais. Il y a parmi les deux formats là, ce ne sont pas des options équivalentes parmi d'autres, mais des solutions radicalement différentes. L'une est tournée vers un avenir d'ouverture, d'interopérabilité, et de souveraineté numérique. Bon, d'accord. Quand l'autre est resté sur un passé où l'on défendait la position dominante d'une entreprise via un verrouillage numérique. Je trouve que ça c'est beau. Alors après, sauront-ils suivre ça ici en France? J'en sais rien. Peut-être que déjà d'autres pays d'Europe, peut-être avant la France, vont le faire en suivant l'Allemagne. J'espère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toucher du bois. Ouais, vas-y, ouais. Oui, ce qui est très positif, c'est tout ça va forcer. Il y aura d'énormes besoins de formation qui vont apparaître, d'énormes besoins de développement, et ça va aider à faire, à enrichir un écosystème libre et de prestataires, de gens capables de maîtriser les choses. Je reviens juste sur le concept d'autonomie et de souveraineté. Rebondis sur Pierre, c'est des logiciels libres. En fait, notre autonomie et souveraineté européenne, c'est si on a des universités où on fait du libre et on a le vivier de compétences capables de reprendre le code de Linux tel quel. Si effectivement on n'a pas ce vivier de compétences, on n'a pas un écosystème d'entreprise libre, oui, on n'a aucune autonomie et souveraineté. Donc je crois que c'est vraiment l'autonomie et souveraineté, c'est dans le capital intellectuel de l'Europe qui se joue. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vais me permettre qu'on enchaîne pour le dernier sujet, parce que je vois le temps qui passe, et on va changer d'ordre, mais par contre, on va pas parler de Microsoft qui a bloqué le compte de développeurs et de développeuses, parce que je préférais qu'on parle d'un autre sujet qui est assez, quand Vincent l'a proposé, je m'y attendais pas trop et je trouve que ce sujet est très intéressant et je pense qu'il va parler aussi à Isabelle. C'est une conférence qui a eu lieu donc récemment au Luxembourg. Alors voilà, c'est un article donc de David Larousserie dans alors je sais plus comment s'appelle le journal. C'est dans Le Monde. Oui, c'est dans Le Monde, effectivement. Voilà.
supplément sciences. Voilà, sciences et métiers. c'est dans Le Monde. Donc, je lis le chapeau de l'article. Donc, quand des scientifiques phosphorent pour faire de l'informatique autrement, lors d'une conférence à l'université du Luxembourg, une cinquantaine de chercheurs se sont réunis pendant 3 jours en mars pour réfléchir à une trentaine d'exemples concrets de sciences non faites. Alors moi je connaissais pas du tout le terme. Alors maintenant j'ai compris ce que c'était parce que j'ai lu l'article, mais je vais te laisser Vincent nous expliquer pourquoi tu as proposé cet article et c'est quoi des sciences non faites. Alors j'ai déjà proposé, s'il y a Mastodonte dedans qui est cité, donc automatiquement je dis il faut en parler. C'est quand même dans un journal, un grand journal. Et ensuite, les sciences non faites. C'est toutes celles qui sont pas faites parce qu'il n'y a pas les financements, notamment parce qu'on n'est pas ignoré. Et alors je vais quand même citer une citation qui définit mieux. C'est les domaines de recherche qui bénéficient d'aucun financement, qui restent inachevés ou sont généralement ignorés, mais que les mouvements sociaux et les organisations de la société civile considèrent souvent comme méritant d'être approfondis. Et donc c'est un concept, c'est de montrer, oui, la science se fait, mais on essaye d'avoir de la liberté académique, mais on l'a pas toujours, il y a plein de problèmes de financement et donc il y a des choses qui ne sont pas traitées par la science actuelle. C'est vrai que c'est des concepts il y avait une réflexion des années 2000 qui était le concept de boutique de science, qui était l'idée d'avoir des lieux où justement, notamment la société civile pouvait solliciter des chercheurs. Bon, ça, c'est très long à se mettre en place. Et là, c'était spécifiquement sur les sciences non faites dans l'informatique. Donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on ne regarde pas, qu'est-ce qu'on ne fait pas parce qu'on est orienté, parce qu'on a des sous de telle institution et pas telle autre. Et en fait, ça rejoint d'ailleurs ma remarque préalable sur le fait qu'on avait besoin en Europe d'avoir un capital intellectuel. Donc, c'est aussi très intéressant d'avoir un aperçu de la recherche scientifique dans le domaine de l'informatique, avec en plus dans le cadre de cette conférence des liens avec les sciences humaines, ce qui me semble aussi très important de se mettre en relation, de lier ça à d'autres enjeux que seulement l'informatique. Alors, je vais préciser que donc l'article du Monde qui sera sur la page de référence, mais aussi des vidéos, alors principalement en anglais j'ai cru voir. Donc vous pouvez en tout cas voir un certain nombre de vidéos. Je vais juste citer par exemple 2 exemples d'intitulés. Le premier, en finir avec la suprématie blanche. Le deuxième, construire une démocratie multi-ethnique à l'âge de l'IA. Donc voilà. Et puis, deuxième citation rapide avant de laisser réagir Isabelle et Pierre. Souvent, ces exposés montraient la face cachée, la face sombre de la recherche en informatique, considérée comme trop étroite, trop masculine, trop guidée par les intérêts des grandes entreprises et l'innovation, trop peu ouverte aux sciences sociales ou aux pays du Sud. Alors, je sais pas si tu as regardé l'article, Isa. J'ai pas eu le temps de le lire complètement, pour très honnêtement. Alors, c'est évident, comme tu le dis, oui, que ce sujet m'intéresse. Après, je me méfie, j'y vais très doucement et avec beaucoup de prudence, parce que, déjà, la chose qui m'a fait plaisir, c'est que ça ne soit pas l'IA qui soit affichée en première instance et qu'on puisse enfin parler d'informatique sans parler des IA, donc des intelligences dites artificielles ou des artifices dits intelligents. Je me demande juste si on va pouvoir y échapper. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, parce que là tu as cité deux titres, 2 intitulés. Il y en a un du coup, voilà, il y en a un qui est de l'IA, le deuxième tu as cité. Bon, donc du coup je trouve ça dommage. Je suppose que je suppose que le deuxième présuppose qu'on pourra pas faire sans IA en fait. Enfin que l'IA sera présente. Je suppose. Je sais pas. Bah voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi, donc c'est ça qui m'embêterait un peu, mais en tout cas oui, il y a dans le premier thème que tu as cité et tel que tu l'as présenté, Vincent, c'est vrai que c'est super intéressant et on le voit bien que les biais qui sont déjà ceux de l'informatique et d'ailleurs aussi de toutes les données qui sont triturées dans tous les sens, elles sont par exemple, elles sont faites, on sait par exemple qu'il y a des tas de choses qui sont faites sur les questions de surveillance et de contrôle qui sont faites dans tel et tels endroits et que ça va être les mêmes visages qu'on va voir partout. Enfin voilà, on pourrait citer 12 millions d'exemples de choses qui ont des biais comme ça. Voilà, donc je sais pas. À suivre, mais c'est intéressant comme thématique. Alors, le lien avec le logiciel libre, et je vais laisser Pierre réagir. Enfin, il y en a plusieurs, bien entendu. Alors déjà, apparemment, il y avait beaucoup d'autocollants mentionnant des systèmes libres sur les laptops des personnes. Et il y a notamment une présentation donc de Bradley Kuhn, qui est un Américain spécialiste des licences libres, ancien directeur exécutif de la Fondation pour le logiciel libre,
qui appelle à l'aide, cherchant des collaborations académiques pour des études économico-juridiques sur les licences libres, non respectées par bon nombre de fabricants de matériel électronique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans bon nombre de matériel électronique, par exemple vos box internet, vos téléphones, etc., il y a des logiciels libres. Alors, il y a le noyau Linux, il y en a d'autres, et il y a un certain nombre, l'usage de ces logiciels est autorisé, mais il y a des conditions pour certaines de ces licences qu'on appelle licences réciprocité. Et Bradley Kuhn a passé une bonne partie de sa vie à essayer de lutter pour le respect de ces licences. Donc là, il a fait une présentation que je n'ai pas encore vue, mais en tout cas, elle est en ligne, et c'est l'un des sujets qui était évoqué. Pierre, est-ce que tu as une réaction là-dessus? Est-ce que tu as regardé un petit peu? Alors oui, j'ai regardé en diagonale, hein, mais ce que je trouve intéressant dans cette initiative, ça sort un peu des sentiers battus et du buzz, donc c'est ça qui est vachement intéressant de voir un peu des chemins de recherche complètement différents. Mais enfin pour moi, la science c'est un continuum, donc c'est autant de la science que les trucs qui buzzent en fait, et que le truc qui fait du pognon et dont on parle en ce moment, qui sera autre chose que ce dont on parlait il y a 10 ans. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans les technologies qui font le buzz aujourd'hui, qui sont prédominantes, il y a eu des traversées du désert en fait. Yann Lequin, qui est un des gourous de l'IA, un français, il a fait 20 ans, 30 ans de traversée du désert à faire marcher ces trucs de réseau de neurones, avec des gens autour de lui qui se disaient mais ça sert à rien tes conneries là. Il y a eu un peu la même chose avec les réseaux numériques, hein. Il y a eu les débuts d'internet, c'était un truc très confidentiel c'était de la contre-culture même, hein, à beaucoup d'égards. Il y a eu l'histoire de Cyclades, avec Louis Pouzin, qui a établi certaines des briques d'internet, et personne n'y croyait. Donc il y a plein de choses comme ça qui étaient de la contre-culture, qui sont devenues des choses ultra courantes aujourd'hui, et au point qu'on a envie un peu de les détester, parce que c'est devenu tellement dominant que ça donne envie de se dresser contre. Et donc c'est intéressant. Voilà, je trouve ça super intéressant d'avoir sur le côté licence libre. Effectivement, il faut peut-être un petit peu que les gens qui utilisent du libre, parce que ça leur permet d'économiser des moyens, de mutualiser des ressources, remettre au pot pour ceux qui en abusent, hein, voilà, surtout des boîtes qui font pas mal d'argent avec. Ça paraît un peu la moindre des choses, donc c'est bien aussi que on essaye de remettre un peu les pendules à l'heure de ce côté. Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que peut-être que parce que tu avais proposé Artemis, le voyage VLC. Ah oui, alors c'est juste un petit. Justement, comme il reste 2 minutes. Un petit plaisir dans les vidéos des astronautes, c'est que il y a eu un pot de crème à tartiner qui est passé, ça a fait beaucoup de buzz, mais il y a eu aussi un ordinateur portable avec l'icône de VLC qui est passé dans le champ de la caméra. Donc les auteurs les gens de VLC étaient contents de voir leur logiciel utilisé dans la mission. Voilà. Alors on va rappeler que VLC c'est sans doute peut-être l'un des logiciels libres les plus utilisés dans le monde, mais le plus ignoré en tant que logiciel libre, parce que beaucoup de gens l'utilisent. Pour les gens qui nous écoutent, c'est le cône de chantier, le fameux cône de chantier, et beaucoup de gens ignorent que c'est un logiciel libre, et en plus en grande partie développé par des personnes françaises. Et je crois aussi qu'Artemis, eux, ils ont eu un bug avec Outlook. Oui, en parallèle, le logiciel non libre, ils ont été coincés parce que leurs 2 Outlook étaient plantés l'un comme l'autre, donc ils ont dû faire appel à l'assistance, je sais pas si c'était celle de Microsoft ou de la NASA, mais ils ont dû faire un appel à l'aide sur le fonctionnement d'Outlook pour le remettre en route. Voilà, ils ont... C'était une ligne d'assistance en Inde. Vous avez votre numéro de carte bancaire, monsieur? Selon les articles que j'ai lus, c'est quand même la NASA qui est intervenue effectivement à distance, mais c'est vrai que c'était assez marrant. Eh ben écoutez, je vous remercie, sauf si vous avez quelque chose à rajouter en 30 secondes. Non, écoute, le FOSDEM, donc cet événement européen, on y reviendra la prochaine fois, parce que si vous voulez nous faire un retour, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais on y reviendra la prochaine fois. Donc merci à vous, donc merci à Isabelle Carrère, Vincent Calam, Pierre Bessac. Vincent reste de toute façon avec nous parce que bien sûr il va enchaîner avec sa chronique, mais en attendant nous allons faire une pause musicale. Donc après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calam intitulée Le numérique et l'affaire de toutes d'Isabelle Collet. En attendant, nous allons écouter Le chariot de Malik par Lostana. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
chariot de Malik est un peu plus que beau. Il est un peu rigolo. Il est un peu rigolo. Le chariot de Malik est un peu plus que beau. Il est un peu rigolo. Il est un peu rigolo. Il y a des casiers carrés de tous les côtés. Malik qui range ses pchit-pchit. Malik qui range ses pchit-pchit. Il y a des casiers carrés de tous les côtés. Malik qui range ses pchit-pchit. Malik qui range ses pchit-pchit. Et le chariot est orné d'un joli crochet pour accrocher son balai, pour accrocher son balai. Et le chariot est orné d'un joli crochet pour accrocher son balai, pour accrocher son balai. Son balai. Nous venons d'écouter le chariot de Malik par Lostana, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY 2.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. On va passer au sujet suivant. Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques lecture buissonnière, ou comment parler du libre par des chemins détournés, en partageant les lectures d'ouvrages divers et variés. Le chapitre d'aujourd'hui est intitulé « Le numérique est l'affaire de toutes » d'Isabelle Collet. Bonjour Vincent. Enfin, rebonjour Vincent. Rebonjour. Oui, effectivement. Donc, je vais vous parler du livre Le numérique est l'affaire de toutes d'Isabelle Collet, qui est paru en 2025 aux éditions Le Bord de l'eau. Alors, avant d'aborder le cœur de cet ouvrage, un petit mot sur l'autrice, Isabelle Collet, qui n'est pas inconnue à cette antenne, puisqu'elle a participé à l'émission numéro 147 du 14 juin 2022, qui avait pour sujet la diversité de genre dans le logiciel libre. Émission que vous pouvez retrouver sur le site de Libre à vous. Alors, comme l'indique sa présentation sur le site de l'Université de Genève, dont elle est professeure associée, Isabelle Collet est sociologue, professeure des sciences de l'éducation, où elle dirige l'équipe GRIR, genre, rapport intersectionnel, relations éducatives. Point particulier qui a son importance dans la suite de son œuvre, elle est informaticienne de formation. Comme elle le raconte dans l'émission numéro 147, à son arrivée sur le marché de l'emploi en 1991, l'informatique traversait une mauvaise passe et le fait d'être une jeune femme fut clairement un frein à l'embauche. Certes, elle ne regrette pas sa reconversion dans la sociologie par la suite, mais cette expérience primordiale va influencer ses sujets d'études, puisque sa thèse portait sur la masculinisation des études informatiques, sujet qu'elle n'a cessé d'approfondir jusqu'à l'ouvrage dont je vais maintenant vous parler. Alors, disons les mots tout de suite. Pour moi, Le numérique est l'affaire de toutes est un ouvrage de référence dont je vous conseille absolument la lecture, même si, voire peut-être surtout si, les questions de genre ou de diversité ne sont pas votre tasse de thé. Tout d'abord parce qu'il est bien écrit et de lecture agréable, ce qui ne gâche rien. Quand on n'est pas familier des sciences humaines, on peut toujours craindre d'un ouvrage de sociologie qu'il soit d'un abord ardu et manie des concepts compliqués, bref qu'il fasse scientifique pour mieux s'imposer auprès des pairs. Ce n'est pas le cas ici. Isabelle Collet est évidemment du métier et s'appuie sur des références solides, mais elle ne nous noie pas dedans. Vous ne verrez pas de notes qui prennent plus de la moitié de la page. J'ai particulièrement apprécié la façon dont elle commente les études qu'elle a sélectionnées. Autre détail, chaque chapitre commence par une anecdote personnelle. Ce n'est peut-être pas très académique, mais cela rend la lecture vivante. Venons-en maintenant au contenu. L'ouvrage, qui au passage fait 166 pages, donc ce n'est pas non plus un pavé, se décompose en 5 chapitres dont les intitulés sont les suivants.
Premier chapitre, la biologie ne décide pas de notre destin. Chapitre 2, les mères de l'ordinateur. Chapitre 3, la masculinisation de l'informatique. Chapitre 4, en finir avec le prétexte de l'autocensure des femmes. Et chapitre 5, changer le monde. En fait, et ça peut paraître paradoxal au premier abord, l'ouvrage ne parle pas tant que ça du numérique. Ce sont surtout d'ailleurs les chapitres 2 et 3 qui y sont consacrés. Le premier chapitre, la biologie ne décide pas de notre destin, une introduction au concept de genre tel que le manipule Isabelle Collet, qui se définit elle-même comme une sociologue matérialiste, ce qui, je cite, signifie qu'elle étudie l'existence sociale des groupes humains à partir des conditions matérielles de leur existence et des pratiques sociales qui en découlent, et non à partir d'abstractions telles que des conceptions morales ou des identités. Les précisions apportées dans ce chapitre sont importantes. On sait comment le terme de genre est brandi de nos jours dans tous les sens, aussi bien comme étendard que comme épouvantail. Le deuxième chapitre, les mères de l'ordinateur, rappelle la place oubliée et minorée des femmes au début de l'informatique et notamment dans la programmation. Alors, j'ai malheureusement pas pouvoir entrer dans le détail de ces parcours historiques. Je vous laisse le plaisir de la lecture. Je citerai simplement la façon dont Isabelle Collet conclut avec humour ce chapitre. Alors là, je cite, « La programmation a été une activité presque strictement féminine, tant qu'elle était marginale, et qu'elle n'apportait ni prestige, ni carrière, ni subvention, ni même diplôme. Après ce retour historique, il est difficile d'avancer que le cerveau des hommes est naturellement plus apte à faire de l'informatique que celui des femmes. Acquérir cette capacité en moins de 40 ans tiendrait du miracle génétique. » Le troisième chapitre, la masculinisation de l'informatique, est celui qui est le plus au cœur de notre sujet, et justement, je vous proposerai d'y revenir plus longuement dans la prochaine chronique. En fait, ensuite, le quatrième chapitre, en finir avec le prétexte de l'autocensure des femmes, rappelle qu'Isabelle Collet est aussi une spécialiste des sciences de l'éducation. Elle parle moins du numérique que de l'enseignement des sciences et des techniques en général, ce qui était assez logique. Lorsque l'enseignement des mathématiques en primaire ou au collège rencontre déjà un problème de genre, on ne peut pas s'attendre à ce que l'enseignement de l'informatique à l'université corrige le tir. Enfin, le dernier chapitre, Changer le monde, passe aux propositions. Isabelle Collet y aborde de manière approfondie la question des stéréotypes et fait un plaidoyer plutôt convaincant pour une politique de quotas. Voilà pour aujourd'hui. Comme dit précédemment, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite où je parlerai de la Malaisie et où je me permettrai quelques digressions personnelles. Merci Vincent. Alors je pensais avoir lu ce livre, mais en fait je me rends compte que j'ai lu le livre précédent d'Isabelle Collet qui est Les Oubliés du numérique. Alors Oubliés EES de 2019. Parce que quand j'ai lu la chronique, je me suis dit ah mais j'ai déjà lu. Mais en fait non, c'est le dernier, donc je n'ai pas encore lu. Et je viens de penser avoir en tête qu'il serait pas mal qu'on se commande un exemplaire de chacun des livres que tu as cités dans tes chroniques, pour qu'on les laisse un exemplaire au studio de la radio et un autre au bureau de l'April, pour que les gens qui voudraient le lire et les emprunter puissent le faire. Donc je pense qu'on va faire ça. Je conseillerais même parfois, si possible, de laisser traîner sur un stand. Oui, on peut aussi laisser traîner sur un stand. Voilà. Il y a plusieurs livres comme ça qui mériteraient de traîner sur des stands. Tout à fait, ouais. Quitte à ce qu'ils soient piqués, mais s'ils sont piqués, c'est leur vie. C'est la vie, mais en tout cas, voilà, j'y pense. Je pense qu'on fera ça, un exemplaire au studio de la radio, un exemplaire au local de l'April, ce qui permettra en plus d'enrichir la bibliographie des ouvrages logiciels libres sur le futur site de l'April ou sur le site actuel que tu es en train d'enrichir. En tout cas, merci Vincent. Donc, rendez-vous le mois prochain pour la suite de cette lecture buissonnière, donc, sur le livre d'Isabelle Collet. On va terminer par quelques annonces. Alors, je vous rappelle que les liens utiles concernant les annonces de fin sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur libravou.org/273 ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast ou encore sur le site causecommune.fm. Alors, quelques annonces d'événements. Rencontre de liberté numérique à Dunkerque vendredi 17 avril 2026 de 17h à 19h. C'est des rencontres de découverte du logiciel libre si vous voulez vous faire découvrir le logiciel libre et vous faire aider à installer un système libre sur votre ordinateur, voire votre téléphone. Atelier auto, alors là c'est un peu différent. Atelier auto-hébergement session 1 à Paris, samedi 18 avril de 14h à 16h. Là, c'est peut-être pour héberger vos adresses courriel ou peut-être un petit site web, etc. Du côté de Lyon, le prochain jeudi du libre sera consacré au thème de la vidéo en liberté. C'est le jeudi 23 avril de 19h à 21h. Et à Quimperlé, un point d'info GNU Linux ce samedi 25 avril de 14h à 17h30. Ah, évidemment, il y a beaucoup plus d'événements que ça et vous pouvez les retrouver sur le site de l'agenda du libre, l'agenda
radiolibre.org sur lequel vous pouvez trouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous et plein d'organisations. Et du côté de la radio, Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux de la radio à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Donc venez rencontrer les personnes qui font vivre la radio, vous pourrez découvrir le studio, vous pourrez même éventuellement jouer si vous voulez ou vous familiariser avec les outils. À 20h, il y a aussi une émission qui est une émission participative si vous voulez y participer. Et simplement, vous pouvez partager un petit peu de temps avec nous. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu le 1er mai 2026, donc à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Isabelle Carrère, Vincent Calam, Pierre Bessac, et également le passage de Thierry Noisette. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard, et je vous encourage vraiment à écouter le chemin de traverse de Julie. C'est l'émission 60 de chemin de traverse sur le site causecommune.fm. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Sébastien Chopin, Elodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite et Tunuy, bénévole à l'April. Merci également à Marie-Odile Morandi et le groupe Transcription qui permettent d'avoir une version texte de nos émissions. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org/273 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm, ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 avril à 15h30. Notre sujet principal sera un parcours libriste avec donc Thierry Noisette, que j'ai le plaisir de connaître depuis plus de 20 ans. Mais c'est mon collègue Étienne Gonu qui animera l'échange. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur ce journaliste qui couvre notamment les sujets informatiques et logiciels libres depuis de nombreuses années. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.